Si j'étais Galtier, je me lance dans un exercice très périlleux dans lequel je vais sûrement m'attirer les foudres de certains qui diront pour qui il se prend à vouloir faire un travail de sélectionneur. Eh bien je me prends pour un supporter français. On était 6,9 millions de téléspectateurs devant le match de la France au Pays de Galles et autant de sélectionneurs. On a tous un avis basé sur notre vécu, notre ressenti, sur le joueur qui devrait jouer ou non, sur ce qu'il faudrait ou il aurait fallu faire. Bref, on a tous un peu de Fabien Galtier en nous et on le sait, c'est ce qui nous rend unique et c'est pour ça qu'on donne notre avis à tout le monde. J'ai appris que c'est très difficile de juger un entraîneur ou un staff sur ses choix, sur ce qu'il faut faire si tu ne vis pas en interne avec un groupe. Il y a tellement d'interactions et de paramètres qui varient au sein d'une équipe de rugby et d'un staff, en une demi-journée il faut s'adapter, il faut faire des choix, il faut faire des paris, il faut trancher. Mais avant de faire des vidéos sur YouTube, je suis entraîneur de rugby et j'aime bien partager. Je vais faire comme chacun d'entre nous qui supporte ce 15 de France et pense comprendre le rugby mieux que tout le monde et le formaliser pour vous présenter mon game plan de petit entraîneur inconnu de Trifouilly-les-Oies pour jouer l'Angleterre lors d'un crunch pour gagner le Grand Chelem. Quel contexte! On est dans un match pour gagner le titre ou le Grand Chelem et on doit tous être conscients de l'intensité qu'il faudra mettre sur chaque action et chaque geste va compter. Des erreurs, on en fait tous, on va faire des en avant, on va rater des pénalités, on va faire des lancers pas droits. Et c'est normal, ça fait partie du jeu, ça on a le droit de le faire. En revanche, ce qu'on n'a pas le droit d'avoir raté une action, c'est de lever les bras et de se dire merde. Comme m'a dit un jour ma femme, il y a que les musées qui vivent du passé. On passe à la suite, on rattrape l'erreur de son copain, on se concentre sur son prochain geste, sa prochaine action. La concentration sur ce genre de match, c'est la clé pour être chirurgical. On le sait tous, si les Anglais peuvent venir nous gâcher la fête samedi, ils le feront. Ils ont produit une prestation de très grande qualité contre l'Irlande à 14 contre 15 avec une mêlée dominante et des intentions de jeu. Nous, on a tout préparé et on sait comment on va jouer pour les battre. Je ne m'attarderai pas du tout sur la conquête qui pour moi était peu significative sur le dernier match car ils perdent un joueur de devant et ils ont dû s'adapter. On va commencer par les coups d'envoi. Sur les réceptions de coups d'envoi, il faudra être vigilant à une chose. Ils sont en confiance sur le jeu aérien et ils aiment bien venir disputer la plupart des ballons aériens. On le voit avec Nowell qui vient contester tous les ballons aériens, il tape juste devant les 22 et s'il tape un tout petit peu plus au centre, c'est pas Nowell qui vient, c'est leur arrière Stewart qui vient. Donc là-dessus, ça veut dire que nous, il faudra qu'on soit mobile au niveau du bloc saut pour pouvoir lifter et aller plus haut que le joueur qui va sauter pour venir contester. En effet, Stewart, c'est un joueur qui est grand, qui est mobile, et c'est des coups d'envoi qui sont pas conventionnels, forcément, qu'on voit pas souvent, de taper un petit peu plus au centre du terrain, au niveau des 30 mètres. Si l'équipe qui réceptionne réussit à remettre de l'avancée, on se retrouve tout de suite dans la difficulté. Mais c'est une variation qui est intéressante sur laquelle il faudra être vigilant. Si on voit Stewart dans la ligne, on sait où est-ce que ça va taper, il faudra adapter son positionnement rapidement. Sur nos coups d'envoi offensifs, leur stratégie sur les derniers matchs a été celle-ci. S'ils ont un ballon qui est dans les 22 mètres, ils se prennent pas la tête, c'est jouer au pied dans la boîte du 9 pour aller très loin ou trouver une touche. Ça va dépendre de eux ce qu'ils ont décidé de faire. En revanche, dès qu'ils sont hors des 22 mètres, c'est-à-dire que même si la réception est dans les 22 mètres et qu'ils arrivent à sortir le ballon des 22 mètres, ils tapent essentiellement sur des jeux au pied de pression. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de taper sur la gauche, car sinon on leur laisse une option, c'est d'utiliser leur gaucher sur les variations de sortie de camp. C'est-à-dire que sur les sorties de camp, ils ont prévu d'utiliser le 9 pour taper haut et mettre des jeux au pied de pression. En revanche, si nous on est serré ou qu'on décroche trop de joueurs, ils ont la possibilité de déplacer le jeu et d'utiliser leur gaucher pour sortir du camp. Nous, on va taper loin dans un premier temps sur la droite pour leur forcer à nous rendre des ballons de contre-attaque ou en touche. Pour tout ce qui est ballon de contre-attaque, on va revoir ça juste après sur les principes de contre-attaque. S'ils ont mis en place une stratégie spécifique qui nous perturbe, on tape jusqu'à la mi-temps au centre du terrain pour leur contester les ballons et leur perturber leur pattern de sortie, leur schéma de jeu de sortie, et on règle ça à la mi-temps. Les Anglais utilisent un système de jeu en 1-3-3-1 où moi j'avais l'habitude de les voir jouer en utilisant des blocs 10 qui venaient intervenir souvent à plat. Alors ça c'est juste une impression que j'ai eue sur les matchs là sur ce tournoi, c'est que dès qu'ils sont en bord de touche, qui sont trop proches de la ligne de touche comme dans ce cas-là, il faut intervenir un bloc de 3 joueurs du coup qui va être à plat, qui aura pas énormément de profondeur, pour pouvoir réussir à remettre de la vitesse ou de l'avancée. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que dès qu'on est collé à la ligne de touche, on a toute la ligne défensive qui est organisée sur la largeur du terrain. L'objectif, en fait, ça va être de remettre de la vitesse ou de l'avancée. Et donc, dans ces cas de configuration, il y a peu d'incertitudes et ils animent avec ce bloc de 3 joueurs. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dès qu'on sort de cette zone des 5 mètres et qu'on se rapproche de la ligne des 15 mètres, entre les 15 et 10 mètres par rapport à la touche, le bloc de 3 joueurs ne joue plus à plat comme on avait l'habitude de les voir jouer, il joue avec de la profondeur, un petit peu comme la France, Toulouse, qui permet en fait de mettre plus d'incertitude et d'ajouter des passes supplémentaires à chaque fois avec des joueurs qui ont de la vitesse, d'assurer de la continuité du jeu. Et ça leur permet de sortir de cette pression défensive et c'est vraiment l'impression que j'ai eue où justement ces blocs de 3 joueurs ont appris et ont progressé sur le fait de jouer avec de la profondeur
profondeur, ce qui met plus d'incertitude. Nous, ça veut dire qu'en défense, il va falloir venir fermer très rapidement, soit enfermer le premier porteur du ballon, ou soit défendre avec un type de défense qu'on appelle la défense en ferme bord de touche, où on vient enfermer l'adversaire pour l'empêcher de mettre une relance de jeu. C'est vraiment l'impression que j'ai eue sur cette équipe anglaise, c'est qu'ils essayent de donner de l'air au jeu. Où avant ils étaient plus dans un défi frontal où tout était très très bien organisé, ça arrivait avec beaucoup de vitesse et ça claquait fort. Là j'ai l'impression qu'ils arrivent avec de la vitesse mais en mettant plus d'espace dans leur jeu et en s'offrant la possibilité en fait de rajouter des passes supplémentaires à chaque fois, puisqu'on a vu que c'est quand même ça qui déstabilise les systèmes défensifs. Ça veut dire que nous, s'ils jouent avec de la profondeur, il faudra monter pour venir fermer très fort. Et la petite variation que j'ai trouvée, ça a été sur le match de l'Irlande. Est-ce que ça a été une adaptation qu'ils ont mis en place du fait qu'ils avaient pris un carton rouge, ou est-ce que c'est une adaptation et une variation dans leur système de jeu, ce qui est tout à fait possible. C'est que même quand ils se retrouvaient comme ça collés au couloir des 5 mètres, ils repassaient par le 10 pour utiliser le bloc 10, c'est-à-dire qu'on passait par le 10 pour remettre, pour pouvoir faire jouer le bloc de 10, et derrière, bon, c'est de la lecture, une relance de jeu, le bloc de 10 anime comme il veut, mais du coup, on passe par le 10 en permanence pour pouvoir aller chercher ce bloc de 3 joueurs. Et ça, c'est un système qui est utilisé par certaines équipes, notamment Pau qui le faisait il y a 2 ans. Le seul inconvénient que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'on fait ça, on est obligé de faire 2 passes avant de pouvoir déclencher un duel, puisqu'on évite de mettre le 10 dans cette position où il va déclencher un duel. Et nous, ça veut dire qu'on a 2 fois sur le temps de passe la possibilité de monter et de gagner des mètres. Donc à partir du moment où ils sont dans le couloir des 5 mètres et que le 10 est positionné en premier attaquant pour solliciter derrière son bloc de 3 joueurs, il va falloir qu'on gagne énormément de terrain sur le temps de passe 9-10 et sur le temps de passe 10 blocs. Et aussi pour se sortir de cette pression contre les Irlandais, ils ont essayé d'allonger les places par rapport à leur bloc 10. Quand il y avait le bloc 10 sans le 10, parce que le 10 il peut pas être tout le temps présent, en fait j'avais l'impression qu'ils allongeaient des longues passes de 10-12 mètres de manière en fait à sortir de ce couloir des 5 mètres et consommer un maximum de leaders défensifs. C'est-à-dire que là, on le voit avec Itoje, à partir du moment où il prend le ballon, on consomme beaucoup de défenseurs pour peu d'attaquants. On a vu que les Anglais, ils ont légèrement modifié leur système pour apporter plus de variations. Ils sont passés d'un 1-3-3-1 classique avec des variations à un 3-2-2 et surtout ils ont trouvé le joueur qui leur manquait qui permet d'animer et d'amener énormément de variations et d'incertitudes. L'objectif sur un système de jeu, c'est de réussir à en sortir et d'amener ces petits plus qui vont permettre de breaker la ligne et de sortir du cadre général. Et Smith, pour moi, c'est leur plus grand danger. Il a des appuis et il aime attaquer la ligne. Il faut pas lui laisser d'espace. On s'aperçoit que sur les blocs 10 en pivot, il aime attaquer la ligne dès qu'il a un peu d'espace. Il aime bien justement pouvoir attaquer très fort la ligne quand il est sur un rapport qualitatif. Nous, on va partir sur ce principe, c'est qu'on va lui laisser l'espace de la manière suivante. Dès qu'on arrive dans le couloir des 15 mètres, le 9 vient prendre le premier leader pour décaler la ligne. Si le 9 est pas là, on essaye d'avoir un profil rapide qui sera en premier leader. Ça va nous permettre de le faire intervenir très très rapidement sur une phase de contest. Le 4e leader, il va défendre généralement sur le 3e joueur du bloc 10 anglais. Ça veut dire que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le 5e joueur qui va laisser 2 à 3 mètres d'espace à l'extérieur du bloc 10 anglais, de manière à laisser cet intervalle libre à Smith. L'objectif, c'est qu'il s'engouffre dans cet intervalle et on va lui demander de pas trop monter, exprès pour pouvoir ouvrir une brèche. Il faudra que ce 5e leader vienne attaquer Smith aux jambes directement pendant qu'on a le premier leader, celui qui était collé au ruck, qui va venir au contest immédiatement. L'objectif, ça va être d'isoler Smith de ses soutiens. C'est de lui laisser ce micro-break il va gagner 4-5 mètres, mais sur ces 4-5 mètres, nous, il faut qu'on soit les premiers au contest. Il faut pas que le bloc 10 ait la possibilité de venir intervenir. On va demander au 2e, 3e et 4e leader qui défendent sur le bloc 10 de faire une obstruction avec leur course. C'est-à-dire que eux, ils vont couper la course des soutiens offensifs de manière à isoler Smith et qu'on puisse, dans cette zone, réussir à le contester. On le sait tous, on en a déjà parlé, c'est un pari un petit peu risqué, mais il faut qu'on fasse des paris et il faut qu'on bloque Smith si on veut contrarier les Anglais. Pour se rajouter une soupape de sécurité, on va prendre le premier leader côté opposé qui va pas venir fermer pour empêcher une renversée. On va considérer que le risque de renverser est un petit peu faible et donc dès que le 9 a lâché son ballon, lui aussi il va venir dans cette zone de micro-break pour arriver au contest directement. On sait que c'est des systèmes qui sont un petit peu risqués, mais par contre on peut récupérer beaucoup de pénalités là-dessus et on peut vraiment les emmerder. Si vous voulez en savoir plus sur les structures défensives, les systèmes défensifs et différents secteurs de jeu, je vous invite à souscrire à la chaîne. Il y a un petit bouton rejoindre avec un abonnement à 2€ par mois où il y aura un petit peu de contenu qui sera plus à destination des joueurs sur des trucs généraux et un abonnement à 5€ par mois qui sera vraiment plus poussé pour les joueurs qui veulent aller plus loin et pour les entraîneurs qui veulent aller plus loin sur les systèmes.
On s'est aperçu que les Anglais ils ont fait varier leur système de jeu. Avant où ils avaient un jeu vraiment très normé et notamment avec des joueurs qui étaient droitiers, maintenant ils ont ouvert leurs possibilités et donc ils ont beaucoup plus d'options puisqu'ils ont deux centres qui sont gauchers. Ils utilisent Daly et Slade au centre et ça va leur permettre en fait d'être plus efficace sur l'occupation du terrain et d'avoir plus d'angles et plus de longueur de jeu au pied en fait une fois que le 10 a lâché son ballon. Quand ils attaquent de la droite vers la gauche, ils jouent notamment avec beaucoup de profondeur pour utiliser le jeu au pied des gauchers dans le dos du bloc 12. Donc le 10 lâche la balle dans le dos du bloc 12. Ça force l'ailier de la défense à monter, de manière à utiliser le gaucher pour jouer dans le dos de l'ailier. D'accord ? Puisque le ballon se déplace plus vite que les joueurs et l'ailier côté opposé n'a pas le temps de venir couvrir et compenser la montée de l'ailier côté ouvert. On va faire le pari suivant. On va sacrifier notre R2 pour défendre avec 9 et 10 dans la ligne. Soit le 9, soit le 10 montent en pointe pour mettre une énorme pression à Smith. L'objectif, c'est de ne pas lui laisser le temps de s'organiser pour mettre un petit jeu au pied et attaquer le R2. S'il y a un joueur qui est en retard par rapport au ballon entre le 9 et le 10, il vient défendre sur le R2. Les deux derniers joueurs de la ligne vont monter en inversé en blitz pour défendre dans le dos du bloc 12. Et donc du coup, il faudra qu'on ait des profils qui soient capables de compenser dans leur dos sur les extérieurs. Et on garde cette couverture à deux joueurs en fond de terrain tant que les Anglais ne sont pas rentrés dans les 40 mètres. Quand ils sont rentrés dans nos 40 mètres, on repasse sur un système de jeu plus classique en défense. Tant qu'ils ne sont pas rentrés dans nos 40 mètres, on garde ce système-là. Étant donné qu'ils jouent avec énormément de profondeur pour se laisser l'opportunité de jouer au pied et de pousser dans le dos de notre ailier qui va monter, nous on va monter très fort mais sans faire monter l'ailier. Et donc ça veut dire qu'on ouvre une brèche dans le R2, mais en revanche on va avoir l'opportunité d'aller les closquer derrière leur bloc 12 et de contre-requer très fort une fois qu'on aura plaqué dans le dos du bloc 12 parce qu'on aura isolé le joueur de ses soutiens. Il faudra notamment être vigilant à partir des lancements de jeu, puisque c'est des choses qu'ils ont préétablies. À partir du moment où il y a des lancements de jeu sur mêlée, qui sont mêlés de 5e gauche ou droite ou mêlée centre, s'ils décident d'attaquer à droite sur le lancement de jeu, ils vont consommer notre ailier gauche. Ça veut dire que notre arrière va devoir venir couvrir le R3 dans l'axe du ballon, et que l'ailier côté ouvert va devoir venir prendre la place du 15. Ça veut dire que nous, on va avoir un temps de retard automatiquement sur la renversée. Et s'ils attaquent de la gauche vers la droite sur la mêlée, sur le retour, ça veut dire qu'ils sont de la droite vers la gauche. Ils jouent toujours avec de la profondeur et ils utilisent leur gaucher pour pouvoir occuper l'espace, puisque nous, on va avoir un temps de retard. Pour essayer de couvrir au mieux ce genre de situation, ce qu'on va faire, ça va être la chose suivante. S'ils attaquent le côté droit pour consommer notre ailier et jouer avec leur gaucher sur le retour, c'est le dernier joueur côté ouvert qui va décrocher dans le R3 et qui va rester dans le R3 sur la ligne des 15. Ça veut dire que nous, sur la distribution en défensive à partir de phase statique, on a notre troisième ligne côté ouvert qui va directement aller défendre à l'extérieur du 12 ou du 13 ou qui va les pousser pour qu'on ait un joueur de plus sur le retour dans la ligne. Ensuite, tant que le 12 n'est pas rentré dans les 50 mètres ou n'a pas lâché son ballon, on garde notre R3 avec ce dernier joueur de la ligne qui a décroché et on garde notre R3 intact si la bascule n'a pas eu le temps d'être effectuée. Quand il rentre dans les 30 mètres adverses, à 30-40 mètres de la ligne d'en but adverse, pour occuper le terrain, c'est plus Smith qui va le faire avec son pied droit, même s'ils attaquent de la droite vers la gauche. Pour ça veut dire qu'il va utiliser un jeu au pied rasant avec effet, mais ça veut dire qu'il tape avec son pied droit. Pour venir le contrer, il y a moins de chemin à parcourir et c'est pour ça qu'il va falloir lui mettre une énorme pression avec toujours un joueur, de préférence le 9 ou le 10, qui va casser la ligne. Il appartiendra pas à la ligne défensive, mais il va monter en pointe sur lui pour lui fermer l'angle et éventuellement le contrer. En résumé, quel que soit le sens d'attaque, on va attaquer le côté droit de Slade. On attaquera toujours son épaule droite de manière à l'empêcher de mettre des jeux au pied. L'autre point sur lequel il faudra être très vigilant, c'est sur leur capacité à bloquer et à arrêter nos premiers leaders défensifs au bord des rucks pour pouvoir ouvrir des brèches. Donc il y a des fois où c'est prémédité, comme on le voit là, on est sur un lancement de jeu. On part d'une touche pour prendre le centre du terrain, jusque-là rien d'anormal. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est l'orientation des appuis et du bassin du 9 qui fait mine de jouer du côté droit de manière à faire circuler dans l'autre sens tous les défenseurs écossais. Il y a trop de défenseurs écossais qui ont circulé dans le sens et donc du coup, il les force à revenir d'un cran. Je pense qu'ils ont un signal visuel qui fait que là, on voit qu'il y a le centre et le 10 qui sont tous les deux orientés en train de regarder. Et au signal visuel, hop, on voit qu'il va y avoir une action en fait à partir du moment où il y a un joueur qui est revenu pour l'empêcher de venir défendre sur l'autre côté. Et là, on fait intervenir un profil rapide avec un ailier.
Ça, c'est une chose, il faudra que vous soyez vigilant sur les bords de ruck, les premiers leaders, de manière à pas vous faire consommer bêtement par un mec qui va vous accrocher le maillot ou qui va vous bloquer. Ils envoient plein de fausses informations. Typiquement, ils en envoient 2 très clairs là-dessus, avec l'orientation des appuis du 9 et le regard du centre et du 10, qui sont en train de regarder le sens de jeu opposé, et qui déclenche un signal pour pouvoir bloquer et essayer d'ouvrir un micro-espace. C'est ce qu'on appelle des micro-attaques. Ça, ils les ont de façon déterminée sur certains lancements de jeu, et je pense quasiment sur tout lancement de jeu. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on va voir juste après sur cette séquence. On est sur une relance de jeu classique avec le bloc 10 qui vient essayer de remettre de la vitesse ou de l'avancée. Et là, ce qui va être intéressant, c'est le premier leader défensif. On voit qu'il prend un petit coup d'épaule qui ouvre une micro-brèche pour le 9. Et donc ça, c'est des choses qui ne sont pas travaillées à l'avance, c'est pas sur lancement de jeu, c'est pas prédéterminé, mais je pense qu'ils ont des petits patterns comme ça où dès qu'ils arrivent à éliminer le premier leader des rucks, ils font les bordures du ruck avec soit un -1 qui vient intervenir avec de la vitesse si ça passe par le 10, ou soit le 9 qui vient attaquer cet espace. Donc il faudra être très très vigilant sur les bords de ruck et leur animation. Les Anglais sont très efficaces sur ballon porté. Ils nous l'ont montré depuis quelques mois, ils sont capables d'attaquer toutes les zones du terrain et de menacer tous les espaces. L'arrivée de Smith a fait, je pense, changer un tout petit peu les plans des entraîneurs et ajouter certaines options de manière à les utiliser plus souvent pour menacer notamment le côté fermé. Il y a 2 ballons portés depuis le début du tournoi sur lequel Smith vient intervenir sur le côté fermé en amenant un surnombre. C'est assez rare que le 10 change de côté sur ballon porté, et ça souligne la qualité de déplacement et de mobilité de Smith qui est capable lui d'amener un surnombre momentané très rapidement. C'est donc un élément sur lequel nous, on devra être vigilant. Si on veut pas se faire avoir par Smith qui va intervenir sur le fermé, ça veut dire qu'il faudra stabiliser le ballon porté adverse en laissant un joueur supplémentaire pour le fermé pour éviter ce départ 9-10 ailier sur le fermé. En attaque, sur les 3 premiers lancements de jeu, on va aller taper très très fort sur Smith avec du jeu direct. Comme tous les 10, il va recharger sur le fermé après la phase de contact. Là, on aura 2 options. Soit on a réussi à le consommer sur la phase de combat et on analyse le rapport de force pour savoir ce qu'on fait, soit il a réussi à sortir rapidement pour recharger sur le fermé. Et dans ce cas, s'il recharge rapidement sur le fermé, on utilisera ce qu'on a vu pour renverser le jeu avec Romain et un des profils perforants sur lui. Smith, c'est un joueur qui est jeune, qui est très fort et très talentueux, mais qui a sûrement des choses et envie de prouver qu'il mérite d'être ici et qu'il est très très fort. Et donc, il n'aura pas forcément envie de se préserver sur ses phases de combat. Et c'est là-dessus où nous, on va jouer. On s'est aperçu en étudiant les Gallois, en deuxième mi-temps, quand les Gallois commencent à envoyer 3-4 lancements de jeu sur lui, qu'il perd en lucidité. Et donc, ça veut dire que sur ses choix tactique, il va être moins bon. Dans la réalisation de ses gestes techniques, il va être moins bon. Il va jouer plus loin de la ligne d'avantage et il va perdre dans sa qualité et sa précision face au perche. Bref, je pense Danti, tu peux te régaler là-dessus mon coco, alors vas-y, éclate-le. Je vous annonce que j'ai un partenariat avec BetClick. Maintenant, si vous voulez me soutenir, vous pouvez cliquer dans le lien pour vous inscrire sur BetClick en dessous. Vous aurez un premier pari qui sera remboursé à hauteur de 200 €. Donc c'est pas mal si ça vous donne des idées, cette petite analyse pour vos pronostics du week-end sur l'Angleterre. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie vraiment pour tout le soutien que vous m'apportez. S'il vous plaît, continuez de liker, de partager et de commenter pour les algos YouTube, c'est super. Si vous entraînez au rugby ou si vous jouez au rugby, n'hésitez pas à faire tourner à vos potes parce que c'est ce qui va permettre que la chaîne elle va grandir avec plus d'audience, etc. Si vous pouvez soutenir, c'est cool. Et on se revoit très vite la semaine prochaine pour le débrief de France-Angleterre en espérant une belle victoire des Français.